Donc, on va laisser Pokhara. Pokhara est à 900 mètres d'altitude. On va prendre la route tranquillement. Ce qui a aussi du fait que on va monter en altitude, d'autres jours on va descendre, on monte, on descend. Donc, mais selon l'altitude, les cultures changent. Donc d'abord au Népal, toutes ces cultures en terrasse, c'est quand même là, quelque chose d'assez extraordinaire. Et selon la latitude, on va avoir donc du blé, du maïs, de l'orge, du millet, du sarrasin. Dans les plus hautes montagnes, c'est du sarrasin. Donc ça, c'était intéressant là, de voir comment à chaque village avait définitivement son moulin à eau. Donc, c'est pas l'eau qui manque, hein? Il y a des torrents, il y a des rivières. Donc, chaque village avait son moulin à eau pour moudre le grain. Chaque village avait ses greniers. Et donc, la nourriture change selon la latitude. Je dis que la nourriture change. En fait, c'est toujours comme la même chose. On mangeait du dalbat. Le dalbat, c'est une pâte, OK? Donc, une pâte faite soit avec du maïs, du blé, du millet ou du sarrasin, avec donc une sauce de lentilles. Hein? Donc, dans tous les villages là, visités, on restait il y a toujours une famille qui nous accueillait. On leur donnait quelques roupies népalaises pour donc avoir un toit et un repas. On ne peut croiser d'autres trekkers occidentaux, quelquefois, mais eux étaient accompagnés donc de guides et de porteurs. Ils marchaient pas mal vite, la tête la tête en bas. Donc, ils n'avaient pas le même rythme que nous, là, pas du tout. Donc, c'est ça, c'est qu'on part Pokhara, on est à 900 mètres, on peut après se retrouver à 2000 mètres, le jour suivant à 3000 et hop, redescendre à 1500. Au-dessus, autour de 2000 mètres, je me rappelle qu'il y avait des forêts de rhododendrons avec des gibbons, mais ça, c'est un spectacle assez beau. Certains des villages aussi, donc il y avait Tatopane, qui est un village où il y a des sources d'eau chaude. Et là, ça me rappelle les sources d'eau chaude. Quand on était à Bamiyan, en Afghanistan, l'Hindu Kush, les gens donc avaient été tout à fait gentils. T'sais, on était là, on est resté pris à cause de la tempête 3 semaines à Bamiyan et les gens nous avaient amenés dans des sources d'eau chaude, perdues quelque part dans l'Hindu Kush. Bon, donc revenons au Népal. Donc, Tatopane, il y avait des sources d'eau chaude. Mais certains des villages aussi, ou la plupart des villages, on est quand même là, ce circuit de l'Annapurna est quand même l'ancienne route de sel, hein, où je ne peux pas vous dire si c'était aussi emprunté là, pour la route de la soie, mais en tout cas la route du sel, donc des marchands, donc des villages qui avaient été en leur temps très prospères, hein, où les caravanes donc, de marchandises arrêtaient là, passaient par là. Et donc, certains des villages les maisons étaient absolument magnifiques, là, avec des sculptures toutes sculptées en bois. Donc, on pouvait très bien deviner dans certains des villages l'ancienne opulence là, qu'il y avait eu là au moment où la route du sel était très achalantée, où il y avait beaucoup de trafic. Oui, bien là, regarde, je vais vous donner une idée là, des villages. Malheureusement, je ne pourrais plus vous dire là, le nom de celui-là. On est toujours aussi, là, au fur et à mesure qu'on fait ce circuit-là, on suit tout le temps la rivière Kali-Kandaki, qui traverse le Népal et l'Inde, qui est un affluent important du Gange, la Kali-Kandaki.
Tu sais, c'est ça, c'est que dans les montagnes comme ça, puis là, on voit là, un peu les façades ouvragées, là, le bois sculpté. On voit, non, c'est pas là qu'on voit les porteurs, mais on voit donc le travail avec le grain pour mouler le grain. Les femmes aussi, donc dans chaque village, selon que c'était des moutons, des chèvres ou donc là, il y avait tout ce travail donc de tonte, de cardage, de tissage, donc tous les vêtements à l'époque, là, c'était encore, tout ça était fabriqué. En fait, en gros, c'était des villages qui étaient vraiment autonomes, presque à tous les points de vue. Oui, c'est sûr que tu avais donc des porteurs, là, des porteurs népalais, donc, tu sais, qui transportaient des marchandises donc, sur le dos, hein, avec la strap ici là, pour tenir le sac. Et eux, donc, se déplaçaient depuis Katmandou jusque dans les villages là, isolés dans les montagnes pour transporter ce qui ne pouvait pas être produit sur place. Là. Donc, moi, comme ça, le riz, mettons, je ne pense pas que le riz était... ils pouvaient cultiver le riz dans les hautes montagnes. Ou le kérosène des fois. Le kérosène. En fait, ces hommes-là avaient beaucoup plus de travail au moment où on était là qu'avant, parce que du fait qu'ils sentaient que s'en venait, donc la manne touristique, il allait avoir de plus en plus de touristes. Les touristes avaient des goûts très particuliers, ils voulaient du coke, ils avaient des goûts très particuliers. Donc, pour faire plaisir aux touristes, ces hommes-là, donc, voyageaient finalement, travaillaient beaucoup plus, là, à faire des voyages, des allers-retours Katmandou pour aller chercher un peu là, donc les goodies qui faisaient plaisir aux Occidentaux. C'est des hommes, là, vous auriez dû voir leurs jambes là, à ces hommes-là. Ils faisaient toujours tout le trajet nu-pied aussi. Là. Donc, moi aussi, je vais faire une grande partie du trajet nu-pied. J'avais mes sandales en pneus recyclés, mais souvent, quand c'était pas trop froid, je marchais nu-pied. J'avais de la corne, là. J'avais une corne très, très épaisse. Donc ça, c'est sûr. Donc c'est ça, on a pris 2 mois, là. Et comme je vous disais au début, à Katmandou, quand ils délivrent les permis, ils calculent que cette route-là, donc de Pokhara à Jomsun ou de Pokhara à Muktinas, un trekker ordinaire, il prend 2 semaines. Okay? Donc nous, on a pris 2 mois. Donc juste pour donner une idée qu'on était pas pressés. Mais c'est ça, il y a quand même là, le peuple népalais est quand même assez extraordinaire. C'est une culture assez extraordinaire entre l'Inde et le Tibet et la Chine. Plus on montait vers le nord aussi, plus on sentait là, l'atmosphère tibétaine, plus donc les gens aussi là, ressemblaient de plus en plus à des Tibétains. Et le dernier village, Muktinas, comme j'ai dit, c'est un lieu de pèlerinage important depuis toujours, en tout cas depuis longtemps, pour les hindous. Les bouddhistes, les Tibétains, avaient été ouverts aux étrangers juste l'année d'avant. Et là, on est comme fin avril, et on arrive à un moment, un pèlerinage très important. D'ailleurs, le pèlerin qu'on avait rencontré au tout début de notre trek à Pokhara, qui nous avait dit de nous baigner dans les rivières, c'est là qu'il allait, lui, au moment où on l'a rencontré. Donc, je ne me souviens plus c'était en l'honneur de quelle divinité, ce festival, pas un festival, un pèlerinage. Mais, ceci dit, donc, des gens de différentes régions du Népal, peut-être probablement du Tibet, de l'Inde, ils sont quelques centaines de pèlerins. Et on est les seuls étrangers. Quelques centaines de pèlerins et là, il faut partir du petit village Kakbene et c'est quelques heures de marche jusqu'à Muktinas, parce qu'il n'y a pas de village en tant que tel à Muktinas. Il y a 3 temples et il y a un grand mur de pierre avec 108 fontaines. Okay? Et il y a un endroit à Muktinas, et c'est ce qui en fait un endroit sacré. Il y a une flamme qui sort constamment du rocher. Et donc, on va rester là 2-3 jours, faire les rituels avec les pèlerins. Puis pour nous aussi, c'était comme, tu sais, le couronnement de notre trek, qui avait pris à peu près 1 mois, un peu plus d'1 mois, mais on va prendre à peu près le même temps pour redescendre. Et donc, on revient à Katmandou, on prend l'autobus. On était au terme de notre 3 mois, parce que souvent, c'est ça, là, tous ces pays-là,
Turquie, Iran, Afghanistan, Pakistan, Népal. C'est des 3 mois de visa pour les étrangers. Donc, soit on prenait notre 3 mois, soit mais on ne le dépassait pas. Et l'Inde, ben là, c'était différent parce qu'on était des citoyens du Commonwealth. Donc, en Inde, pas besoin de visa et on pouvait rester aussi longtemps qu'on voulait, là. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais à l'époque, donc, comme citoyen canadien, australien, on n'avait pas besoin de visa. Et donc, on va retourner à Katmandou. On va prendre l'autobus ou le train, je ne sais pas, c'est plus les trains quand au Népal, c'est les autobus, mais dès qu'on arrive en Inde, c'est les trains, jusqu'à Delhi. Et là, à Delhi, j'ai connu aussi ma première mousson. C'est assez particulier, donc surtout bon, j'imagine que c'est partout, là, mais c'est au début, avant que les pluies éclatent, là, c'est chaud. Et Delhi, donc on est en juin à peu près, là, juin. Et avant l'arrivée des pluies, là, les chaleurs, là, et donc il fait à peu près jour et nuit autour de 50 degrés Celsius, un taux d'humidité qui frôle le 85-90 on n'a pas les moyens d'avoir une chambre d'hôtel avec air climatisé, donc on habite dans un petit hôtel, là, petits hôtels. Tu veux prendre une douche pour te rafraîchir, mais l'eau froide est chaude. Et ça, j'avoue, c'était une expérience assez extraordinaire, cette chaleur-là. La nuit, on faisait comme les Indiens. Donc, à l'époque, on est à Delhi, là. Donc, à l'époque, eux sortaient ils ont des lits là, de bambou et de rotin tressés. Okay? Un petit lit qui se transporte facilement. Donc, on le mettait sur les trottoirs. Donc, dès que la nuit était tombée, tu voyais tous les lits sur les trottoirs de Delhi avec les vaches qui déambulaient. Donc, on faisait ça, ou alors on le mettait sur le toit de l'hôtel. Les gens vivent beaucoup sur les toits. Il se passe beaucoup de choses sur les toits des maisons, sur les toits des maisons. Juillet, août 78, on est à Delhi, c'est la mousson. Euh, Avant de poursuivre donc sur l'itinéraire que j'ai suivi en Inde, peut-être juste dire que quand on était au Népal et en Inde, ça nous est arrivé à quelques reprises de venir en aide à des voyageurs occidentaux qui étaient mal pris et de les conduire à leur ambassade. Donc, soit ils étaient complètement paumés, soit ils s'étaient fait voler, soit ils s'étaient retrouvés dans la rue justement parce qu'ils s'étaient fait voler, soit ils avaient perdu le nord parce qu'ils étaient tombés dans la drogue, ce qui arrivait fréquemment quand les gens étaient en Inde. Ou alors très malades ou abandonnés par leurs amis. Mais donc, c'est ça. À quelques reprises, on a accompagné, on était à Delhi, on les a ramenés, on les a conduits à leur ambassade, la plupart du temps pour qu'ils soient rapatriés. Et on avait aussi, quand on était à Londres, on s'était constitué une petite trousse de premiers soins. Et c'était surtout donc des herbes médicinales, dont une, entre autres, qui était une racine, le golden seal, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Et on avait une racine de golden seal. Et le golden seal est très, très antiseptique. Tu peux en faire du thé ou tu peux en faire un genre donc d'une pâte que tu mets sur la plaie. Parce que c'est assez fréquent donc, en Inde ou dans les tropiques, d'avoir ce qu'on appelait des ulcères tropicaux. Donc, ça peut être une simple piqûre de mouche, une égratignure, mais ça s'infecte. Ça s'infecte assez facilement. Et on avait quand même soigné. On s'était soigné nous-mêmes. On avait soigné quelques personnes comme ça avec le Golden Seal. Et je me rappelle, entre autres, une jeune fille, on était dans un des villages du Népal. Et dès qu'on rentre dans le village, les villageois tout de suite nous conduisent à une maison. Donc, les petites maisons là, de pierre sur terre battue. Et là, dans le coin de la pièce, il y a une jeune femme, de mon âge à peu près, qui fait une forte fièvre, qui est elle n'a pas commencé à délirer encore, mais elle est très, très, très malade. Elle était avec un groupe, un petit groupe,
qui voyageait seul. Et quand elle, donc, a commencé à être malade et ne plus pouvoir marcher, ils l'ont laissé là en lui disant, ben, repose-toi ici, tu viendras nous rejoindre plus tard. Ce qu'il y a, c'est que son état s'est empiré. Et pour les villageois, là, c'était, pour eux, là, il n'était pas question là, qu'elle reste là ou même qu'elle meure là. Et donc, on est resté dans le village une dizaine de jours et on l'a pris sous notre aile. Donc, tous les jours, Warwick la prenait, même si elle était à demi consciente, l'amenait dans la petite rivière pas loin pour la baigner, pour baigner ses plaies, pour qu'elle prenne un peu d'air, parce que dans les maisons, là, le feu est à l'intérieur, là, donc tu sais, ça ne respire pas très bien. Donc, on la lavait dans la rivière, on lui faisait boire du Golden Seal, on lui mettait donc la pâte de Golden Seal sur ses plaies. Et tranquillement, donc, au fil des jours, la fièvre est tombée, les plaies ont commencé à cicatriser. Elle avait de l'argent donc, pour payer des porteurs. Donc, il y a des porteurs népalais qui l'ont pris et qui l'ont descendu, probablement jusqu'à Katmandou. Après, je ne sais pas, là, mais... Donc, elle était reconnaissante, les familles étaient reconnaissantes. Donc ça avait été... oui, donc en tout cas, une belle expérience dans un sens, là. Mais ce Golden Seal a été très, très efficace là, durant les voyages en Inde. Une autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est que, donc, à l'époque, durant tous ces voyages-là, je n'avais pas le réflexe de l'écriture. Et là, si je dois avoir un regret dans la vie, c'est peut-être juste celui-là. J'avais pas donc le réflexe de l'écriture, j'avais pas le réflexe de l'ethnographe, j'avais pas mes carnets de terrain. Les seules écritures, c'est que j'écrivais à mes parents toutes les 2, 3 semaines. J'écrivais des très longues lettres de plusieurs dizaines de pages. Je leur écrivais donc tout ce que je vivais, parce que mes parents donc n'avaient aucune idée, là. Imaginez, on est au Québec dans les années 70. Pour eux, là, c'était des noms nouveaux, là. Iran, Afghanistan, Pakistan, tout ça, c'était nouveau. En plus, ils ne connaissaient pas non plus là, la personne avec qui je voyageais. Donc, et en même temps, bon, je voulais qu'ils soient rassurés que j'allais bien. Hein. Et donc, oui, et tout le long du voyage, j'ai écrit comme ça régulièrement à mes parents, des très, très longues lettres où je décrivais pas mal tout. Et heureusement, ma mère a gardé toutes ces lettres-là. Et donc, c'est ces lettres-là aujourd'hui là, qui me permettent aussi là, de raviver les souvenirs et les détails là, de tous ces voyages-là. Donc, donc j'ai dit plus tôt là, qu'en Inde, c'était la première fois que je sentais que je pouvais voyager seule. Donc, à Delhi, moi, je décide de monter vers le nord, d'aller à Dharamsala, là où vit le Dalai Lama là, depuis qu'il a dû quitter le Tibet. Et à Dharamsala, donc, c'est vraiment donc, le lieu où habite le Dalai Lama, mais une communauté tibétaine importante aussi. Dharamsala, on est là dans les montagnes au nord de Delhi. Et là, à l'époque, donc, ils offraient, les moines tibétains offraient des cours de dharma, des cours de méditation. Il y avait une bibliothèque où on pouvait aller donc, consulter des ouvrages. Donc, je vais vraiment m'investir dans cet apprentissage là, du bouddhisme tibétain. Il y avait un jeune, un moine tibétain. Il formait aussi à Dharamsala des médecins tibétains avec la médecine tibétaine. C'est un cours de 7 ans. Et ce jeune étudiant en était à sa 6e année. Il va me prendre un peu sous son aile et je vais régulièrement aller avec lui. On va aller cueillir des herbes médicinales. Donc, il va me montrer là, un peu l'usage, là, comment, donc l'usage de ces herbes médicinales. Et donc, vraiment, je prends goût au bouddhisme tibétain et tout, et j'envisage, je me dis, tiens, ça serait bien de faire le cours de médecine tibétaine. Et bon, donc, entre-temps, je reçois une lettre de mon compagnon, Warwick, qui, lui, était descendu plus au sud, au Rajasthan, près de Jaipur. Il avait rejoint un ashram à Jaipur, et dans sa lettre, il dit, écoute, je suis très malade. Il faudrait que tu viennes.
Donc, je vais le rejoindre au Rajasthan, à Jaipur, un peu à l'extérieur de Jaipur. C'est un ashram qui s'appelle Yog Sadhana Ashram. Mais je pense que le nom Yog Sadhana Ashram, c'est le nom pour un réseau d'ashrams. Les ashrams, c'est à la fois donc c'est des lieux de ceux-là, en tout cas, c'est de cure naturelle. On mettait l'accent selon les ashrams, soit sur le yoga, la méditation, le jeûne ou l'ayurvédique, la médecine indienne. Ce que j'en ai compris, mais je ne suis pas certaine, c'est qu'il y avait ce réseau, donc cet ashram appartenait à un réseau d'ashrams qui était à la grandeur de l'Inde, qui était subventionné par le gouvernement, mais qui dépendait des dons aussi des riches Indiens, et qui aurait été établi par Gandhiji. Donc, mais ça, c'est à vérifier. Donc, je vais à cet ashram rejoindre mon conjoint. À l'époque, donc, on est les seuls étrangers. Il y a une trentaine d'Indiens. On est les seuls étrangers. Pourquoi le yogi l'a accepté? Aucune idée. Je ne me souviens plus comment le yogi l'a accepté, parce qu'ils n'acceptaient pas des étrangers. Le yogi, son nom, c'était Swami Anandanan, je crois. Swami, oui, Anandanan. Et à part le yogi, donc, il y a, comme je disais, une trentaine d'Indiens, des classes plus aisées, hommes d'affaires ou autres, ou des retraités. Et les gens allaient là, et c'était le cas pour tout ce réseau d'ashrams à travers l'Inde. Et quand je dis c'est aussi des lieux de cure naturelle, c'est que c'est des gens qui souffraient de maladies chroniques, asthme, diabète. Et ils allaient là à travers donc le yoga ou l'ayurvédique, donc pour se soigner. Et une fois qu'ils arrivaient dans l'ashram, ils devaient rester là un mois, minimum un mois. Donc, le yogi est content de me voir arriver parce que, et ça faisait quelques semaines qu'il disait à mon copain de prendre des antibiotiques, que ni le yoga ni l'ayurvédique allaient le soigner. Mais il était donc têtu et il s'était dit avec le yoga et tout, je vais me soigner. Mais il avait donc une rectocolite hémorragique. Donc ça, c'est assez costaud, merci. Et effectivement, quand je suis arrivée, j'ai bien vu qu'il était en piètre état. Il avait maigri, son corps ne gardait plus aucune nourriture, donc il était très malade. Donc, je réussis à le convaincre de prendre des antibiotiques. Il y a un médecin qui venait de la ville aussi pour faire des diagnostics. Le médecin était gratuit, mais on payait là, pour les médicaments. Et je vais rester là avec lui 3 mois. Le yogi nous avait donné donc une petite une maison en chaume sur terre battue dans le quartier, ce qu'ils appellent les basses castes, en fait dans le quartier des familles qui, elles, s'occupaient des vaches, traire les vaches, le lait et tout ça, parce que les ashrams étaient assez autonomes, en tout cas au niveau du bétail, des vaches, du lait. Et je crois qu'ils avaient des champs et tout. Donc, il y avait des familles qu'on appelle basse caste qui s'occupaient des travaux des champs. Et donc, nos voisines, c'était donc ces 2 femmes qui avaient... Donc, on voit un peu là, la maison. Là, on avait le même genre de maison là, en chaume sur terre battue, chaume bambou. J'ai me lier d'amitié avec ces 2 femmes-là. Elles vont me montrer beaucoup de choses. Même si, bon, il y avait la barrière de la langue. C'est sûr, rendu là, je maîtrisais un peu l'hindi, mais bon, j'ai beaucoup de misère avec les langues, je dois l'admettre. Mais donc, on réussissait quand même à échanger. Mais surtout, donc, durant ce séjour à l'ashram, et quand je me suis rendue, j'avais aucune idée de ce qu'il y avait là, mais c'est tout l'enseignement du yoga, dans sa forme classique, traditionnelle, indienne. Okay? On était les seuls étrangers. À l'époque, en Inde, commençaient à émerger donc des ashrams ou centres de yoga, tout ça, ouverts exclusivement aux Occidentaux, hein, aménagés pour eux,
et excessivement coûteux. Donc, on n'avait pas hein, ces argents-là. Mais pour moi, je trouve que c'était donc encore mieux. Le yogi ne parlait pas un mot d'anglais, mais les autres, les hommes d'affaires indiens, parlaient l'anglais, donc c'était bien. On a beaucoup discuté avec eux. Ça a été une autre des différences avec l'Inde aussi. Dès que je suis arrivée à Amritsar, au Golden Temple, là aussi, il y avait beaucoup d'Indiens qui parlaient anglais, donc j'ai pu beaucoup là, échanger avec eux. Et donc, à l'ashram, je vais me plier à la discipline du lieu. Okay? Donc, et ça, ce genre de discipline-là, dès le départ, ça m'a convenu très bien. Et donc, l'accent est mis sur l'apprentissage du yoga. Donc, une journée commence vers 4 heures le matin, avant le lever du soleil, et tu commences avec des exercices de nettoyage. Donc, tous les jours, au matin, au réveil, tu es à l'extérieur, tu bois à peu près 2 litres d'eau, un peu salée, et après, tu te fais vomir pour nettoyer l'estomac. Tu, après, nettoies les voies nasales, donc tu sais, un petit récipient avec goulot, un peu d'eau salée dedans, et tu fais couler donc par une narine, ça ressort par l'autre. Ou une autre façon aussi, c'était une tige de coton roulée, à la fois ferme mais flexible, que tu rentres par la narine, que tu vas chercher dans la gorge, et là tu fais un tch, et là tu fais ça avec les 2 narines. Alors là, tu es propre. Et là, tu commences les asanas, donc les exercices de yoga, OK? Et donc, tu as le yogi en avant, puis nous, on est là sur nos nattes, une vingtaine de personnes. C'est surtout des hommes. Quelques-uns des hommes étaient accompagnés de leur épouse, mais elles ne venaient pas au yoga. Et on fait les asanas. Donc, moi, je comprends pas ce que dit le yogi. Donc, j'imite ce qu'il fait, mais en même temps, donc, les autres me donnent quand même là, des pistes pour mieux comprendre, puis tranquillement, donc, développer mes capacités en yoga. Donc, on fait à peu près, après les exercices de nettoyage, on faisait à peu près 2 heures d'asana. Après, on fait de la méditation, des exercices de respiration. Et après, vers 7h, 7h30, on a le droit à un verre de lait fraîchement trait. Donc, non pasteurisé, non écrémé. Hein? Et tu ne peux pas plus frais. Je pense que je n'ai jamais goûté de meilleur lait depuis. Et après, repas, donc un repas de chapati et quelques légumes cuits à l'étuvée avec du coriandre et du curcuma. Pas d'épices. Pour les Indiens, c'était l'horreur. Là. Okay? En Inde, ils mangent excessivement épicé. Là. Mais là, ils sont là pour guérir du diabète, de l'asthme, de troubles gastriques. Donc, aucun épice. Donc, pour eux, c'était... Et donc, fin d'après-midi, on recommence 2 heures d'asana, méditation, pranayama, respiration et tout ça. Et le soir, donc, pareil, chapati ou du riz avec un petit peu là, de légumes en étuvée. Bon, pas besoin de dire là, que tout le temps que j'étais en Inde, j'étais végétarienne. Et donc, oui, ça a été un apprentissage, un très bel apprentissage, évidemment. Encore là, avant d'arriver là, mais je n'avais jamais pensé au yoga et je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Je me suis très facilement donc pliée à la discipline. Un autre exercice de nettoyage qu'on a fait, quelquefois, on le faisait 1 fois par mois. Donc, tu te lèves encore là, très tôt le matin. Les quelques jours avant, tu as mangé encore moins. Ah oui, on faisait notre yogourt, évidemment. On avait le lait frais, et là, les dames, justement, que j'ai montré tantôt, nos voisines, m'avaient montré comment faire du yogourt. Donc, on faisait notre propre yogourt. Donc, quelques jours avant cet exercice de nettoyage, qui a un nom, alors, qui s'appelle le Shanka Prakshalana. Shanka Prakshalana. Donc, une diète réduite quelques jours avant. Et là, on se lève le matin et on va boire 2 litres d'eau. On est accroupi, on boit 2 litres d'eau. Et après, on fait 4 exercices spécifiques de yoga pour diriger l'eau
tranquillement dans tout le conduit, là, dans tout le système digestif. Et là, une fois que s'il n'y a rien qui s'est passé après avoir bu puis fait tes 4 exercices, tu bois encore, tu refais la série de 4 exercices, 4 asanas, jusqu'à ce que tu ailles à la selle. Et après, tu recommences, tu bois de l'eau, tu fais tes 4 exercices pour diriger l'eau dans tout le système digestif, jusqu'à ce que ça soit de l'eau claire qui sorte par le rectum et l'anus. Donc, tu as vraiment nettoyé ton système digestif. Et là, et ça dure 2-3 heures. Et après, donc, tu vas te reposer un peu, puis là, tu vas recommencer tranquillement à manger un bol de yogourt ou un bol de riz. Donc, ça, c'était assez extraordinaire, assez spécial. Pendant que j'étais là-bas, les 3 mois que j'étais là-bas, de temps en temps, j'ai fait des jeûnes, donc c'était assez régulier pour eux. Donc, ils font des jeûnes de 3 jours. Ce qui était bien, c'est que tu ne peux pas faire un jeûne comme ça s'improvise pas, là, tu sais. Puis c'était bien d'être accompagné parce qu'il y avait le yogi, puis il y avait un naturopathe et il y avait un spécialiste de la médecine ayurvédique. Donc, les gens étaient très bien accompagnés. Ils sont là pour se faire soigner, de toute façon. Et donc, le jeûne, c'est ça. Donc, diète très réduite quelques jours avant, les exercices de nettoyage pour être sûr que tu as tout vraiment vidé ton système digestif avant donc de faire un jeûne avec de l'eau, mais sans nourriture, jeûne de 3 jours. Donc, c'est au terme du séjour à l'ashram à Jaipur que là, on est venu au bout de notre 1500 $. Je sais pas comment on a fait. Je sais pas comment on a fait. Je te jure, j'étais économe. Et donc là, j'ai écrit à mes parents. Ben, je leur écrivais régulièrement, mais là, c'était la première lettre où je disais, où là, je sonnais là, la sonnette d'alarme. Là, j'ai plus de sous. Et donc, par virement bancaire, il a fallu que je retourne à Delhi, mais ils m'ont envoyé autour là, à peu près 800 $. Là. Donc, c'était généreux de leur part et nous, là, c'était absolument nécessaire. Donc, on quitte le août, septembre, octobre, mettons qu'on est à l'ashram. Après, on va se promener au Rajasthan. Jaipur, bon, j'en parlerai pas beaucoup, mais Jaipur est une ville absolument magnifique. On l'appelle aussi, je pense, la ville rose. Les façades là, de grès sont, pas de grès, mais en tout cas, les façades des maisons sont roses. Mais un élément qui était très présent à Jaipur, mais en fait partout en Inde et au Népal et dans tous les pays qu'on venait de traverser, et ça pour moi, c'était aussi là, un élément important, l'omniprésence des animaux. Ils sont partout. Il y en a tout le temps. Donc, il y a à la fois les troupes chèvres, moutons et compagnie, là, mais des animaux qui sont laissés, qui se promènent. Okay? Bon, on a en Inde les vaches sacrées qui sont là partout. Même à Delhi, là, à l'époque, là, la vache avait priorité sur les voitures. Là. À Jaipur, il y avait des pans partout. Ils sont sauvages, ils sont là, c'est des pans. Jaipur, il y avait des chameaux qui tiraient les charrettes. Il y avait des éléphants. Tu as les buffles près des plans d'eau, partout en Inde, au Népal. Les singes. Une ville comme Agra, il y a des singes partout, partout. Donc, cette omniprésence des animaux, là, à l'état comme semi-domestiques, semi-sauvages, ils vivent avec les hommes. Bon, certains, oui, les éléphants étaient là, sous la... Donc, c'était les cornacs qu'on appelle, hein, ceux qui s'occupent des éléphants. Donc ça, oui, cette présence des animaux, ça m'a plu beaucoup, beaucoup, là. Tu sais, on est, donc, ce qui serait totalement, qui serait pas envisageable là, dans les villes occidentales. Sauf les petits animaux domestiques, là, mais là, on parle d'autre chose. Donc, on va visiter le Rajasthan, on va se promener en Inde, dans les trains bondés. Mais entre-temps, j'ai appris quand même là, à me garder un petit bout de banquette, ou un petit bout de plancher, en fait. Je n'ai jamais monté sur le toit. Il y en a beaucoup qui voyagent sur le toit, ça, je n'ai jamais osé quand même.
Et en route, en cours de route, on entend parler d'un autre endroit, un centre de méditation qui vient d'ouvrir pour les Occidentaux. Et ça, c'est à l'intérieur des terres de Bombay, euh, un endroit qui s'appelle Damagiri. On est à quelques heures de train de Bombay. Et on arrive à Damagiri, donc on est comme en novembre, là, 78. Et c'est un centre de méditation bouddhiste, ce qui était inusité parce qu'en Inde, il n'y a pas, c'est hindou ou musulman. Hein. Les bouddhistes n'étaient pas là en grand nombre, même si le bouddhisme est né en Inde, c'est pas là qu'il s'est développé. Euh, et là, donc, il y a un hindou qui, lui, revient bon, j'oublie le nom du pays, à l'est. Bon, ça va peut-être me revenir. Il vient d'ouvrir des centres de méditation qu'on appelle Vipassana. Donc, c'est le début d'un vaste réseau. Aujourd'hui, des centres Vipassana comme celui-là, il y en a partout dans le monde. Partout. Il y en a un au Québec, à Montebello. Il y en a partout, partout dans le monde occidental. Il doit en avoir d'autres au Canada aussi. Des centres Vipassana. Et ces centres-là vivent exclusivement des dons. Exclusivement des dons. Et ils offrent donc une formation en méditation bouddhiste. Et, euh, et donc, ce centre-là, à Damagiri, venait d'être ouvert par Goenkaji. C'est ça. Le nom donc, du monsieur, c'est Goenkaji. Il arrivait de Birmanie. Il arrivait de Birmanie pour venir installer ses centres en Inde. Euh, et le centre de Damagiri a ouvert 3 ans plus tôt, mais ça fait juste 1 an qu'il est ouvert aux étrangers, aux non-indiens.